la députation à l'Assemblée populaire nationale. Nous avons, lors du mandat actuel, 3 présidentes d'APC. Les seules. Parce qu'il n'y en a pas ailleurs. Peut-être qu'on n'a pas fait assez, mais en tout cas, on a fait plus que les autres. Alors justement, le 16 février, vous allez finaliser la liste des candidatures, la date butoir étant le 25 mai, donc vous allez beaucoup travailler à l'interne. 25 mars, vous allez donc beaucoup travailler à l'interne. On parle déjà de terrible pression. Les ministres, et pas seulement, les députés actuels, voudraient être en première loge. Alors on parle déjà de 6 ministres sur 11 qui seraient candidats. Il y a refus de la base qui relève les contrastes dans les discours du secrétaire général du FLN qui parle de nouvelles figures, de jeunes et des femmes, alors que c'est les vieux qui postulent. Il n'est pas interdit de postuler. Tout le monde a une ambition légitime. Et puis, ce qui fait plaisir au FLN, c'est que les gens se bousculent à la porte, quoi. Les gens ne tournent pas le dos au FLN. Les jeunes sont à la touche. Non, ils ne sont pas à la touche. Actuellement, nous sommes en train de préparer les premiers dossiers pour commencer le travail d'étude des dossiers de candidature à partir d'après-demain au niveau du bureau politique. Jusqu'à hier, le chiffre qui m'a été communiqué, nous étions à 3400 candidatures. Alors, bien sûr, beaucoup de membres du comité central postulent, beaucoup de membres du gouvernement postulent, beaucoup de députés qui veulent se représenter. Et bien sûr, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes qui postulent, beaucoup de cadres. Et c'est ce qui nous fait dire que le FLN reste porteur d'histoire et d'espoir. Mais justement, les jeunes du parti vous demandent aujourd'hui de respecter vos engagements, M. Belkhadem, à leur égard et réparer l'injustice de 2007 où les meilleures places avaient été accordées à la vieille génération du parti. Alors, y aura-t-il pour cette élection plus de femmes et plus de jeunes, M. Belkhadem? Il n'y a pas d'injustice. Eux, ils la considèrent comme telle. Vous savez, quand on entre dans une compétition électorale, le seul but qu'il faut atteindre, c'est glaner le maximum de sièges. C'est pour cela qu'il faut des noms porteurs. Alors, tous les noms qui sont porteurs, c'est la direction du FLN qui doit les chercher et qui doit les présenter. Qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, de jeunes ou de moins jeunes. Mais à travers vos programmes, comment intéresser aussi aujourd'hui plus de jeunes et plus de femmes? Vous savez, il y a d'abord un statut à respecter. Et il y a également une attente de la part des militants de la base. Alors, nous essayons de faire un équilibre sans qu'il n'y ait une rupture entre générations. C'est-à-dire que nous avons besoin de gens expérimentés parce que leur connaissance, leur savoir théorique, leur savoir-faire, leur maturité politique nous est nécessaire. En même temps, il faut tendre la main aux jeunes pour les initier aux responsabilités. Et c'est pour cela que nous allons essayer de faire un dosage qui pourrait prendre en charge à la fois la nécessité d'initier les jeunes aux responsabilités et à la politique, et à la pratique et à l'expérience acquise par les cadres du FLN, mais avec un mode d'appréciation et de mesure des critères de sélection des candidats qui est mis à la disposition de tous les membres du bureau politique et qui présente un large éventail de critères qui va du savoir-faire à la probité et bien sûr à la popularité du candidat ou de la candidate. Mais justement, le programme que vous êtes en train de préparer, est-ce qu'il va en direction des attentes de tous les Algériens? Bon, nous l'espérons parce que toute formation politique espère pouvoir gagner les élections et on gagne les élections avec un programme réaliste, un programme qui répond aux attentes et avec une liste de candidats et de candidates crédibles.
Mais pour cette élection, le FLN ne sera-t-il pas amoindri puisque le mouvement des redresseurs du FLN annonce leur participation avec des listes indépendantes appelées Ta'sil. Ils annoncent même avoir terminé 50% des listes électorales dans 41 Muhafada. Est-ce que ça ne va pas fragiliser pour cette élection le FLN, M. Belkhadem? Vous savez, le FLN a la carapace dure. C'est pas la première fois qu'il reçoit des coups. Alors, qu'il y ait des candidatures libres, ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas, mais ça n'effritera pas beaucoup le corps électoral FLN. Avec la venue de nouveaux partis politiques, est-ce que ceci va changer graduellement la configuration politique actuelle, selon vous, M. Belkhadem? Il y a un enrichissement de la classe politique, c'est sûr. Maintenant, en termes de programme, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Là, il faut attendre. Alors justement, vous avez parlé tout à l'heure, au lieu de se livrer à un combat de coq, il vaut mieux développer les programmes. Comment vous qualifiez les dernières déclarations et attaques de certains partis politiques à votre égard, M. Belkhadem, que ce soit de la part du PT ou de M. Menasra? Le Front du Changement, dont vous avez dû changer l'appellation. Oui, mais là, je crois que c'est une mauvaise guerre qui est engagée, parce que quoi de plus normal qu'une personne physique ou morale défende son nom. Il l'a appelé Front du Changement National. En arabe, c'est Jabhat Taghir Al-Watani. Bon, si on ne fait pas attention à la prononciation, il n'y a pas grande différence entre Jabhat Taghir Al-Watani et Jabhat Tahrir Al-Watani. C'est pour cela que nous avons défendu l'appellation. Mais les militants du FLN sauront faire la différence, M. Belkhadem. Non, je ne parle pas des militants, mais pour les élections, il s'agit de citoyens, il ne s'agit pas de militants. Et là, quand on a une cinquantaine de bulletins devant les électeurs, il faut qu'ils puissent faire la différence. La différence se fait par les programmes, elle se fait également par les appellations. Les critiques du PT? À propos de quoi? À propos de vos déclarations, où vous les avez considérées comme étant un parti d'élite. Je n'ai jamais dit ça. Alors j'aborde avec vous aussi les questions internationales très rapidement, M. Belkhadem. Justement, est-ce que dans votre programme, vous prévoyez certaines actions, notamment, on parle aujourd'hui du rapprochement au niveau du Maghreb, la région maghrébine, l'ouverture des frontières avec le Maroc. Est-ce que ça va conforter encore ces liens entre les pays de l'UMA? Certainement, parce que on ne va pas vivre indéfiniment dos à dos. Il faut bien un jour que l'on puisse se regrouper et les temps que l'on connaît sont les temps des grands espaces. Ce ne sont pas les temps des petites entités, même si elles sont porteuses. Nous avons commencé ensemble avec les Européens l'édification du Maghreb. En 1958, lorsqu'il y a eu la rencontre de Tanger, le FLN, le parti de l'Istiqlal avant qu'il ne se scinde en deux, et le Néo-Destour avant qu'ils ne connaissent les développements, ils ont tenu une réunion en avril 1958. En même temps, à Rome, il y avait une réunion des 6 pays autour du charbon et de l'acier. Alors les Européens sont maintenant avec une monnaie unique, avec un espace Schengen qui va de Varsovie à Lisbonne, alors que chez nous, les frontières sont fermées avec certains pays, avec d'autres pays, nous avons des visas. Donc, nous avons perdu beaucoup de temps pour l'édification du Grand Maghreb. Vous êtes favorable à cette ouverture des frontières en termes clairs? Je suis favorable à l'édification du Maghreb. La situation en Syrie, M. Belkhadem? Elle est tragique. Elle est tragique. Les Syriens sont en train de s'entretuer. Il faut mettre un terme à cette tragédie-là et permettre aux Syriens de pouvoir décider seuls de leur avenir et de la forme de régime qu'ils veulent et des dirigeants qu'ils veulent. Alors décider seuls, la position de la Ligue arabe? Je l'ai dit, la Ligue n'est pas une ligue, elle est encore moins arabe qu'elle ne s'appelle. Parce qu'une ligue qui fait appel au Conseil de sécurité contre un de ses membres fondateurs ou à l'OTAN pour détruire les capacités de pays arabes,
elle a besoin d'être profondément revue. Alors comment qualifiez-vous aujourd'hui ceux qui nous proposent aujourd'hui le modèle turc en Algérie ou dans cette région maghrébine par rapport à l'islamisme modéré? Je l'ai dit lors d'une intervention au Centre d'études stratégiques, quand j'ai dit que il y a maintenant une manière de commercialiser un modèle politique, celui de la Turquie, alors qu'il y a un modèle plus performant qui n'a jamais fait l'objet d'études, c'est le modèle malaisien. Alors pourquoi le modèle turc il est présenté comme un modèle performant? Parce que à l'intérieur d'une constitution qui est encore laïque, il y a un pouvoir qui se veut islamiste, mais le tout fait partie de l'OTAN. Et ce sont tous ces éléments-là qui font que le modèle turc est présenté comme un modèle qui pourrait servir aux autres. Il n'y a pas de possibilité de stéréotyper un modèle. Chaque pays a ses spécificités et on ne peut pas parler d'un modèle turc ou un modèle malaisien. Chaque pays a ses capacités propres pour forger son avenir. Mais certains historiens demandent aux Algériens de se remémorer la position de la Turquie durant le sommet de Bandan qui s'était opposé à l'indépendance de l'Algérie. Oui, mais ça, c'est la Turquie des années 50. Ça a changé selon vous depuis? Bien sûr que ça a changé. La Turquie des années 50 et des années 60 a soutenu la France pour la colonisation. Ce n'est plus le cas maintenant. Le colonialisme est un crime et tout le monde le reconnaît. Monsieur Abdelaziz Belkhadim, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, Monsieur Belkhadim.